Bonjour, bienvenue à cette formation sur la gestion du risque légionnel, ou devrais-je dire plutôt sur ces formations, puisque vous avez trois parcours de formation proposés ici. Une formation sur le risque légionnel dans les réseaux d'eau chaude sanitaire, devrais-je dire plutôt dans les réseaux d'eau sanitaire, parce que ça couvre à la fois l'eau chaude sanitaire, l'eau froide et l'eau mitigée sanitaire, mais aussi l'installation de brumisation, et un parcours dédié aux tares humides, qu'on appelle aussi des IRDFA. Je suis Patrice Dupuis, consultant formateur, certifié Calliope, et je suis professeur de microbiologie environnementale et de génie des procédés pour des étudiants et apprentis d'enseignement supérieur, des bachelors en génie biologique, par exemple à l'UT de La Roche-sur-Yon, mais aussi des BTS métiers de l'eau, des BTS Gémeaux, des élèves ingénieurs en infrastructure hydraulique, par exemple au campus de l'ENSAM à Angers. Je forme aussi des personnes dans les laboratoires et les collectivités locales et industries. Et notamment, je réalise des audits et expertises sanitaires pour des entreprises et bureaux d'études. Donc cette formation-là, ces formations-là plutôt vont vous être décrites sur les pages suivantes. Il faut savoir à qui elles s'adressent, comment elles s'organisent, quelle durée elles ont. Vous allez découvrir le programme détaillé de chacun de ces parcours-là, comment s'organiser pour cette formation-là. On regardera ça tout de suite ensemble. Alors, pourquoi une formation sur les légionnelles? Alors, tout d'abord, les légionnelles sont des bactéries qui colonisent les réseaux d'eau et posent d'énormes problèmes sanitaires aux usagers, aux consommateurs, aux exploitants d'installation. Pourquoi? Parce que les légionelloses, c'est une maladie qui est engendrée par les légionelles, qui confondent nos cellules pulmonaires avec leurs hôtes naturels, et donc qui déclenche évidemment une parasitose accidentelle. C'est plus de 2000 personnes contaminées par an en France, plus de 6000 en Europe, et c'est environ 300 morts. C'est un taux de mortalité qui va de 10 à 15%. Donc cette formation-là est là pour vous apporter des éléments sur l'origine du risque, les facteurs favorables évidemment aux germes, puisque si on a les facteurs favorables, on peut trouver en face des moyens de maîtrise. Vous apportez des outils de diagnostic, donc par l'analyse, par des calculs, et des moyens de maîtriser évidemment. C'est le plus gros morceau de cette formation. Donc comme on va maîtriser? Eh bien par de la conception, c'est fondamental, et par des règles d'exploitation. Pour les tours aéro-réfrigérantes, cette formation répond aux exigences du Code du travail et de l'arrêté du 14 décembre 2013. Donc pour tous les intervenants qui sont en train d'exécuter des travaux à proximité d'une tour humide. C'est une formation sur la gestion du risque sanitaire. Donc à la fois sur des réseaux d'eau, ce qu'on appelle les eaux destinés à consommation humaine, l'eau chaude sanitaire, l'eau froide sanitaire, l'eau mitigée sanitaire, les réseaux et installations de brumisation, et évidemment les tares, mais les tares dites humides. Bien entendu, on va traiter des règles de conception de ces réseaux-là, du diagnostic des principales anomalies et, je vous l'ai dit, en large, des moyens de traitement. Ce n'est pas une formation sur les techniques d'analyse d'eau dans le détail ou sur l'analyse méthodologique des risques. Mais bien entendu, on est obligé d'aborder par nécessité ces notions-là. La formation, elle est proposée en 4 parties. Donc 3 parcours, 4 parties. Un parcours sur les réseaux d'eau chaude sanitaire, eau froide sanitaire, eau mitigée sanitaire, dans tout ce qui est établissement qui reçoit du public. Donc établissements recevant du public et ont d'accès payant ou gratuit, et établissements de santé, ce qu'on appelle aussi établissements médico-sociaux. À côté, vous avez un parcours pour les réseaux de brumisation et un autre parcours dédié aux tours humides. Vous choisissez l'un des 3. Si vous avez besoin d'une formation qui couvre ces 3 champs-là, contactez-moi, je vous ferai un support particulier qui recouvrira l'intégralité de ces différentes installations. C'est ce qu'on m'a déjà demandé, par exemple, pour des techniciens ou techniciennes de prélèvement, des préleveurs ou préleveuses. Chaque formation, chaque parcours de formation est proposé en 4 parties. D'abord, il y a évidemment connaître le germe, le rechercher, et puis le cadre réglementaire, et enfin, la partie importante, la maîtrise du risque. À chaque fois, à la fin de chaque partie, vous avez un petit quiz d'évaluation d'environ une dizaine de questions, qui n'est pas chronométré, qui permet de vérifier si vous avez bien acquis et compris ce qui était exprimé dans le support. Vous avez un programme détaillé des 3 parcours de formation sur les pages qui suivent. En termes de prérequis, je vous déconseille de suivre cette formation-là sur un simple téléphone, même un bon smartphone. Il y a beaucoup de graphiques, beaucoup de schémas, beaucoup de couleurs. C'est vraiment petit sur un téléphone. Il faudrait quand même au moins une tablette ou un ordinateur. Alors, en termes de rythme, évidemment, l'intérêt du e-learning, des formations à distance, c'est que vous suivez ça à votre rythme. Vous pouvez, selon le parcours choisi, évidemment, enchaîner toutes les leçons et les quiz d'un seul coup, selon votre motivation, votre concentration ou simplement votre disponibilité. À titre indicatif, vous avez des durées proposées dans les pages suivantes.
Où faire le suivi de cette formation-là? Évidemment, trouvez-vous un endroit calme, hein, c'est l'idéal pour rester concentré. À qui s'adresse cette formation? Alors en particulier, les gens qui ont été formés jusqu'à présent sont des exploitants de réseaux d'eau, des techniciens de maintenance, des cadres gestionnaires d'établissements receveurs du public ou établissements de santé, les administrations de tutelle, des gens des DDT ou des ARS sont venus. Donc voilà, je veux dire, le panel est assez large. En termes de prérequis, il faudrait, c'est à peu près d'un niveau bac scientifique. Il y a des morceaux de ce programme-là qui sont un petit peu plus soutenus d'un point de vue scientifique, mais la plupart du programme est largement accessible. C'est bien aussi d'avoir une première expérience en exploitation ou en maintenance d'installation ou en prélèvement, parce qu'il y a quand même pas mal de termes techniques dans cette formation-là. Alors, regardons en détail ces 3 parcours de formation. Le premier, le risque légionnel dans les établissements qui reçoivent du public, établissements médico-sociaux ou établissements de santé comme vous préférez. Donc les 4 parties que je vous ai décrites sont bien connaître les légionnels, rechercher les légionnels, le cadre réglementaire et la maîtrise du risque. Donc vous avez à chaque fois les objectifs de chaque rubrique. Par exemple, la première, c'est identifier les caractéristiques de la bactérie et les conditions idéales à son développement, bien entendu. Et identifier les symptômes des pathologies dues à cette bactérie. Les pathologies, c'est les légionelloses et la fièvre de Pontiac. Vous avez un petit programme détaillé, vous avez ce que vous allez découvrir dans ce chapitre-là, et une durée indicative. C'est une durée indicative qui est une durée moyenne, on n'est pas à la seconde près, c'est si vous suivez sans vous arrêter. Beaucoup de fois en e-learning, les auditeurs ou auditrices repassent, reviennent en arrière, réécoutent la phrase, ils n'ont pas bien compris. Moi, je ne fais pas un sous-titrage ou je ne fais pas une dictée de diapos, donc il se peut que ma prononciation soit un petit peu hachée par moment ou un peu trop rapide, donc n'hésitez pas. Vous revenez en arrière, les retours de formation, au fur et à mesure, je rends sur des diapositives qui parfois étaient un petit peu hachées. Donc n'hésitez pas. Donc en durée indicative, c'est 1h20 si vous m'écoutez d'une traite pour cette partie-là. À la fin, donc un petit quiz de 10 minutes, et à peine 10 minutes, et vous pouvez enchaîner la deuxième leçon qui est la recherche des légionnels. Donc là, qui est vraiment la description des moyens de détection et de quantification des légionnels. Donc ce sont des méthodes normalisées et qui ne sont pas normalisées. On va aussi les comparer entre elles, par les prix de ces analyses-là, parler de leurs intérêts et de leurs inconvénients. Vous allez voir qu'il y a évidemment beaucoup d'illustrations dans cette étape-là. Là, je vous précise aussi les conditions d'échantillonnage à respecter. Un petit programme. Donc on voit bien ici les différents points abordés dans ce chapitre-là, et même chose, une durée indicative, et aussi la même chose, un petit quiz qui sanctionne cette partie-là. Le cadre réglementaire, donc on est bien d'accord. Quelle est la réglementation qui est en cas d'installation? Donc établissement recevant du public, donc d'accès gratuit ou payant, bien entendu, et établissements médico-sociaux. Et un petit rappel assez vraiment rapide sur la réglementation de base pour la protection des salariés. Pourquoi on porte un masque FFP3 notamment. Cette partie réglementaire est assez brève, une trentaine de minutes, et donc le quiz aussi qui la sanctionne est aussi évidemment beaucoup plus petit. La partie importante, vous voyez en termes de durée déjà, et qui couvre pratiquement 6 heures ici, c'est la maîtrise du risque. C'est donc identifier les éléments et équipements qui constituent un réseau d'eau sanitaire, donc un réseau d'eau chaude, un réseau d'eau froide, un réseau d'eau mitigée éventuellement, du point de production, du point de mise en distribution, du point de mise en consommation. Voilà, les points d'usage à risque, on aborde tous ces points-là dans le détail, avec des règles de conception et des règles d'exploitation. On parle aussi à ce moment-là des éléments des analyses méthodologiques des risques, d'une AMR, pour calculer un niveau de risque, pour voir si nos moyens de maîtrise sont suffisants ou pas. Donc on calcule un score, vous avez un fichier support pour ceci. On va évidemment, à partir de tous ces éléments-là, identifier les moyens préventifs et curatifs pour maîtriser le risque, bien entendu. Donc encore une fois, vous avez le petit programme de cette partie-là, avec évidemment la connaissance de l'installation, une petite partie évaluation du risque, et évidemment les moyens pour lutter contre la prolifération des légionnels, qui sont axés sur 2 grandes stratégies, lutter contre le biofilm et désinfecter l'eau. Je vous rajoute ici, en termes d'innovation, la désinfection de l'air. C'est une toute petite partie, juste pour vous montrer ce qui est aussi possible de faire en termes de correction pour l'air. Donc cette durée indicative est pas loin de 6 heures, et un petit quiz de 10 minutes pour la sanctionner. Vous avez un lien direct d'accès à ce parcours de formation-là. Concernant le parcours maintenant, risque légionnel dans l'installation de brumisation, des installations qui sont en pleine expansion dans le monde entier.
Bon, réchauffement climatique oblige, mais aussi en termes de confort, également aussi dans l'établissement de santé, hein, puisque vous allez retrouver des installations de brumisation, par exemple pour faire des points fraîcheur dans des EHPAD, des établissements médico-sociaux, mais aussi parfois dans des établissements comme des piscines. Alors, donc on retrouve le même chapitrage, hein, commun aux 3 parcours. Donc la connaissance de la légionnelle, qui est identique dans la description à ce que je vous ai décrit sur celle des réseaux d'eau. La ressource légionnelle, absolument identique, c'est un tronc commun. Le cadre réglementaire, évidemment, donc là, est spécifique d'installation de brumisation, avec un arrêté qui est beaucoup plus récent, qui date de 2017. Donc là, la durée indicative de cette partie-là est vraiment beaucoup plus petite, une vingtaine de minutes. Et là, encore une fois, c'est la partie maîtrise du risque qui est la plus longue, et vous pouvez le constater, pratiquement 5 heures, pour vous expliquer les éléments qui constituent un réseau d'eau et un système de brumisation, vous expliquer sommairement comment on construit une analyse méthodologique des risques pour l'installation de brumisation, et évidemment identifier le plus lourd, hein, les moyens préventifs et curatifs pour maîtriser ce risque-là. Donc là, cette partie-là, c'est à peu près 5 heures, et aussi sanctionné par un petit quiz de 10 minutes, et vous avez en bas de page un lien vers le parcours de formation brumisation. Enfin, le parcours risque légionnel dans les tours aéro-réfrigérantes, donc par voie humide, qu'on appelle aussi des IRDFA. Donc on retrouve le même chapitrage, connaître les légionnelles et rechercher les légionnelles, qui sont des rubriques totalement identiques au premier parcours de formation. Le cadre réglementaire donc dédié aux tours aéro-réfrigérantes, donc un arrêté qui est de 2013. Donc évidemment là c'est encadrer les installations de tours humides. Évidemment, même petite chose, une page pour vous expliquer pourquoi il faut porter des EPI, c'est quoi un masque FFP3, etc. Encore une fois, la partie réglementaire est ici assez brève, hein, une trentaine de minutes suffit. La maîtrise du risque est la partie la plus lourde. Là, vous avez pour 5h30 d'écoute, hein, en faisant qu'une seule traite. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, identifier les équipements qui constituent une tare, hein, évidemment, le système, comment il fonctionne, c'est quoi du packing, c'est quoi un dévésiculaire, comment se fait l'aspiration d'air, est-ce qu'elle est forcée ou induite. Voilà. Il faut que je vous explique ces termes-là dans une tour. Et puis, encore une fois, on va identifier des éléments d'analyse méthodologique des risques, hein, parce que là, pour les tares, il faut absolument calculer un niveau de risque. Et là, encore une fois, la partie importante pour vous, quels sont les moyens préventifs et curatifs pour maîtriser ce risque. Donc encore une fois, vous retrouvez le même chapitrage, hein. On connaît bien l'installation, on peut évaluer le risque, et derrière, on va voir comment on lutte contre le biofilm, comment on désinfecte l'eau. Là aussi, toujours la petite partie très très courte pour la désinfection de l'air. Cette partie-là, c'est 5h30 d'écoute d'une seule traite et un petit quiz de 10 minutes. Vous avez là aussi un petit lien d'accès direct sur ce parcours de formation spécifique. Sur la page suivante, vous allez voir un petit extrait audio de ma voix posée sur une page de la première partie du chapitre 1, le cas de la légionellose, où je vous parle évidemment des légionnelles et de leurs hôtes, hein, des amibes qu'ils amplifient. Donc vous allez pouvoir voir sur un extrait d'une diapositive. Vous avez aussi quelques avis de stagiaires des années précédentes. J'en prends un tous les ans et vous avez donc des commentaires. Vous allez voir que c'est plutôt sympa, c'est plutôt un très bon retour sur cette formation-là. Avec tout ça, j'espère vous avoir convaincu de suivre cette formation, suivre donc une des 3 formations, puisqu'elle couvre donc bien les 3, hein, les tours humides, la brumisation et les réseaux d'eau, on va dire les réseaux d'eau propres, hein, les réseaux d'eau sanitaires. Encore une fois, je rappelle, si vous avez besoin d'un parcours qui couvre les 3, eh bien là, il faut me contacter, je vous ferai un parcours, je l'ai déjà fait, hein, qui couvre absolument tout. Là, globalement, le temps de la formation passe à peu près une dizaine d'heures, hein, si vous souhaitez ceci. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne continuation, bon courage pour ces formations. Parmi les amis des légionnelles, il y a incontestablement les amibes. Les amibes, ce sont des protozoaires. Les protozoaires, ça veut dire des micro-organismes qui n'ont qu'une seule cellule. Les amibes ont une particularité, leur cellule elle est vraiment capable de se déformer, de glisser, elle a des mouvements qu'on appelle justement amébiens, ça veut dire qu'elle rampe, elle est très lente et elle n'est jamais libre dans le milieu, hein, sauf sa forme de résistance qu'on appelle un kyste, ce que vous avez sur l'illustration, la photo en bas à droite. Un kyste d'amibe, donc c'est vraiment la forme dormante, résistante pour être dispersée ou pour résister aux conditions hostiles du milieu. On voit à l'intérieur les 4 ronds blancs, là ce sont des noyaux, hein. Il y a 4 noyaux dans un kyste d'amibe.
La forme elle vivante qui se nourrit, ça s'appelle un trophozoïte, c'est le nom que vous avez écrit ici. Donc vous l'avez sous forme d'illustration. Vous avez aussi une image à droite ici d'une amibe qui s'appelle Acanthamoeba. Et toutes les bactéries noires que vous avez à l'intérieur sont des légionelles. Vous voyez qu'elle est pleine à craquer de légionelles. Et évidemment, les légionelles, quand elles seront assez nombreuses là-dedans, ou quand il y en a vraiment de trop, eh bien l'amibe va être lysée, va éclater et libérer évidemment des légionelles. Alors quand on a découvert ça, on s'est rendu compte évidemment que ça posait un certain nombre de problèmes, parce qu'on peut considérer les amibes comme des véritables amplificateurs, des réacteurs à légionelles. En fait, écologiquement, l'amibe c'est un mangeur de bactéries. Elle mange plein de bactéries, toutes les bactéries qu'elle rencontre. Pas que des bactéries d'ailleurs, hein. Elle peut manger aussi d'autres protozoaires, elle peut manger des virus, tout ce qu'elle va pouvoir trouver autour d'elle, sans distinction. Sauf qu'il y a des bactéries qui ont compris qu'ils pouvaient rentrer, se faire absorber par une amibe et ne pas être mangés, de résister à la digestion interne. Et là, pour le coup, eh bien, ils ont trouvé un refuge, une cachette. Parce que l'amibe, si elle est capable de s'enquister, eh bien, capable de résister à la chaleur, et bien évidemment, des légionelles enquistées avec l'amibe résistent à la chaleur. C'est pour ça qu'elles arrivent à avoir une résistance jusqu'à 70 degrés. C'est la température à laquelle on peut détruire des kystes. Donc ça veut dire que l'amibe, cette petite maline, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas à réfléchir, c'est une coévolution depuis la nuit des temps, eh bien, elle a détourné évidemment l'enquistement de l'amibe à son profit. Donc l'amibe, vous pouvez retenir une chose, c'est un organisme qui est un réacteur à légionelles. Elle peut multiplier la teneur en légionelles par 1000 en quelques heures. Hein. Elle en absorbe 10, vous en avez 10 000 qui sortent en quelques heures. Donc c'est pour ça qu'évidemment les amibes, il faut faire très attention à elles. Elles se nourrissent du biofilm et des microbiens. Donc encore une fois, il va falloir absolument lutter contre la stagnation et la matière organique. On connaît à peu près 14 espèces d'amibes qui sont capables d'accueillir comme ça des légionelles et autres bactéries, hein, bien sûr. Hein. Il y a des bactéries aussi qui ont compris le truc, hein, des coliformes, des salmonelles, des shigelles, des E. coli, hein, mais aussi on va retrouver d'autres germes comme les chlamydia, des mycobactéries, des virus. Tout ça, ça peut aller se planquer dans des amibes. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des amibes, il y a aussi certains petits ciliés qui sont aussi des protozoaires avec des cils tout sur le corps qui sont aussi des mangeurs de bactéries. Tetrahymena piriformis, qui est un cilié qui est très très commun dans les milieux aquatiques, est un véritable aussi amplificateur de légionelles. Il y a même un champignon qu'on a découvert plus récemment, un champignon microscopique, évidemment, une moisissure, qui s'appelle le Dictyostelium discoidum. Le Dictyostelium, c'est aussi un amplificateur à légionelles. Là, c'est plutôt connu dans les milieux aquatiques, parce qu'il faut quand même qu'il y ait pas mal de matière organique. Les Dictyostelium sont des gros mangeurs de matière organique. Donc les amibes, là, je vous ai illustré avec Acanthamoeba, mais il y a aussi, c'est Acanthamoeba castellani, hein, qui est la plus connue, mais il y a aussi Artmanella vermiformis. Artmanella, c'est avec un H, et elle est aussi très très commune dans le milieu aquatique. Voilà, ce sont les deux amibes les plus impliquées dans l'amplification amibienne. Donc vous pouvez le voir sur l'illustration, l'amibe se gave des bactéries, de tous ces autres micro-organismes possibles pour elle dans le biofilm. À l'intérieur, on a une amplification et les légionelles finissent par être libérées. Alors au cours de son évolution, donc évidemment, la légionelle est devenue un parasite des amibes. Alors c'est pose un certain nombre de problèmes, c'est qu'on ne trouvera des légionelles que s'il y a des amibes de présentes. Sinon, elles ne sont pas assez nombreuses. Donc c'est vraiment les amibes qui sont au cœur de l'amplification et de la prolifération des légionelles. Ça va aussi nous poser un problème. Pourquoi ? Parce que les légionelles, elles vont confondre. C'est ce que je vous expliquerai quand on parlera de la légionellose. C'est que nos cellules pulmonaires, les cellules soldats, celles qui défendent un petit peu, qui nettoient nos poumons, au fond des alvéoles pulmonaires, elles ressemblent à s'y méprendre à des amibes. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Eh bien, c'est que les légionelles que vous inhalez rentrent dans nos cellules nettoyeuses et elles les confondent. Résultat, elles viennent parasiter nos cellules de façon accidentelle et c'est ça qui déclenche la légionellose. Parce que les légionelles, elles veulent se réfugier dans des cellules qu'elles confondent avec des amibes. On y reviendra évidemment quand on va parler de la légionellose. Alors, parmi les amis des légionelles, il y a donc celles qui leur servent de refuge, de façon un petit peu, on va dire, indésirable, puisque l'amibe ne cherche pas à le faire. Et il y a aussi des bactéries qui sont ubiquitaires, donc on trouve absolument partout, les alcaligénèses ou les acinetobactères. Donc, et aussi certaines amibes, d'ailleurs, je vous ai parlé d'Artmanella, qui savent produire de la L-cystéine. C'est un déchet du métabolisme pour elles. Et évidemment, en produisant de la L-cystéine, elles favorisent la croissance des légionelles dans le biofilm.
On peut même parler, pour beaucoup en écophysiologie ou en écologie des milieux, de mutualisme, c'est-à-dire une association à bénéfice réciproque, notamment avec des micro-organismes photosynthétiques dans le milieu naturel. Les cyanobactéries, par exemple, très communes dans les plans d'eau dégradés, les microalgues sont des hébergeurs et des amplificateurs de légionnelles parce qu'ils libèrent de la L-cystéine. Donc c'est notamment ces germes-là que vous allez pouvoir trouver dans les bacs récepteurs, dans les tours aéro-réfrigérantes, puisque ces bacs récepteurs sont souvent en partie éclairés par la lumière, ils verdissent, et s'ils verdissent, c'est qu'il y a des microalgues dedans. Ça, il ne faut pas, hein, bien sûr, parce que ces microalgues-là vont elles aussi participer à l'amplification amibienne. Donc c'est une des raisons pour laquelle, dès 2011, l'ANSES avait exprimé que le suivi des protozoaires, donc amibes et ciliés, dans les installations était à risque. Il était trop négligé. Donc il fallait commencer à mettre en œuvre des plans de surveillance qui intégraient la surveillance de ces micro-organismes-là. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, l'ANSES, parole d'évangile, le problème, c'est que les laboratoires n'ont quasiment toujours pas de méthode de quantification facile, accessible, parce qu'évidemment, il faut aller les chercher dans le biofilm. Comment on les compte? Bon, il y a des progrès, on va en reparler, mais c'est toujours compliqué. Donc, pour l'instant, c'est toujours très compliqué de quantifier les amibes. Dans tous les cas, ça ne se fait pas en routine.